au rendez-vous habituel de nos matinées ou soirées scientifiques. Alors, je commence par présenter les excuses de l'honorable Monsieur Peter Kazadi, qui a connu un problème de santé, qui ne pourra pas être avec nous et il pourra être là présent le jeudi prochain. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous avons ramené à aujourd'hui la séance qui a été programmée le jeudi en 8. Alors, comme vous le savez, nous allons encore reparler d'un sujet important parce que, comme vous avez suivi à travers les ondes, on vient d'enterrer des gens, plus de 150 personnes, dues à une catastrophe naturelle. Alors, nous allons un peu revenir sur ça parce que gouverner, c'est prévoir. Donc, nous allons parler, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS avait déjà proposé à son temps un fonds national dans la gestion des catastrophes. Donc, nous allons appeler le professeur Béa qui va revenir sur ça. L'objectif étant de continuer à faire un plaidoyer jusqu'au moment où on va nous entendre. Donc, nous allons nous comporter comme ce monsieur qui voulait que Jésus les guérisse. Il a crié, et Jésus l'avait entendu. Donc, nous invitons le professeur Béa. Professeur, nous vous donnons... Comprenez la confusion parce que les deux professeurs gèrent un peu ces fonds-là. Merci, professeur Matamba. Nous vous donnons la parole. 25 minutes, 20 minutes. Voilà. Voilà. Merci, professeur Matamba. Soyons attentifs. Et nous reviendrons. Alors, je voudrais vous dire que j'ai oublié de le dire avant de commencer, que la réunion d'aujourd'hui n'a que 2 points. Comme d'habitude, quand on a des matinées, nous n'avons que 2 points. Le premier point, c'est la matinée. Le deuxième point, c'est communication et divers. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci. Donc, vous allez vous habituer à la gymnastique. Ok. Merci Cordon pour la parole. Donc, comme vous l'avez dit, nous revenons sur ce projet qui est un projet d'actualité. Et pourquoi? Parce que il y a quand même une catastrophe qui a eu lieu. Ça va? Maintenant, je vais cacher. Ok. Alors, on a déjà présenté ces projets ici même. Donc, la mise en place d'un fonds national pour la gestion des catastrophes. Alors, on va y revenir un peu de façon succincte. Et on va donner les objectifs et puis on va passer à l'étape des questions-réponses. Alors, on commence directement par là. Pourquoi la création de ces fonds? Alors, on l'avait déjà dit à l'époque, la RD Congo, notre pays, comme beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas que la RDC, donc est particulièrement vulnérable. Ça veut dire, comme vous voyez là, au risque de catastrophes naturelles et régulièrement exposé à des inondations. Il y a les éruptions volcaniques, comme à l'est du pays, il y a les tremblements de terre, les séismes, il y a les glissements de terrain, il y a aussi les accidents technologiques. Alors, dont les accidents de transport et accidents industriels. Tout ça sont des catastrophes. Dans d'autres pays, il y a pratiquement des agences ou des structures étatiques qui s'occupent de la prévention et de la gestion de ce type de catastrophes. Alors,
Ici, le problème aussi, en RDC, malgré cette exposition aux catastrophes naturelles, le pays ne possède toujours pas les capacités nécessaires pour réduire les risques et leurs impacts sur la population. Alors, le concept RRC veut dire réduction des risques des catastrophes. Alors, un exemple simple, donc, si vous dans votre quartier, vous voyez qu'il y a une tête d'érosion qui s'annonce, automatiquement, vous pouvez par exemple commencer à y jeter des trucs, par exemple prendre des mesures pour que ça ne continue pas. Alors là, c'est déjà, vous attaquez le problème. Alors là, c'est déjà prendre des dispositions pour que le ravin ne couvre pas la route ou le ravin, par exemple, n'endommage pas votre infrastructure. Alors, c'est la même chose. On peut prévenir ces risques-là. Ce n'est pas qu'on peut, par exemple, faire de sorte que ça n'apparaisse pas. Non, on peut les prévenir, on peut les atténuer. De sorte que, quand il y a même une catastrophe, que les dégâts ne soient pas vraiment énormes. Alors, c'est là le plus grand problème. Le pays est très vaste et nous sommes régulièrement exposés à ces risques ici, mais nous n'avons pas les capacités nécessaires pour répondre. Alors, il y a quoi? Une faiblesse de capacité dans les domaines de la prévention et gestion des risques des catastrophes. Généralement, nous sommes toujours surpris et on agit toujours en retard. Alors, ça, il y a un cadre institutionnel inexistant, mais non fonctionnel. Alors, en fait, existant plutôt, mais non fonctionnel. C'est ce qu'on avait déjà soulevé ça. Dans beaucoup de ministères, il y a des départements, des services de protection civile, de gestion de ceci, solidarité, ainsi en termes d'aide aux sinistrés. Mais il n'y a pas un cadre, vraiment un cadre réel. Donc, comme on l'a dit là-bas, ce n'est pas fonctionnel. Alors, il y a aussi ce problème. La réduction des risques de catastrophes n'est pas aussi érigée en priorité dans beaucoup de politiques de développement. Donc, généralement, on ne prend pas ça en considération. Un mécanisme de coordination de réduction des risques de catastrophes existants, mais aussi non fonctionnel. Voilà. Alors, il y a aussi un manque de stratégie efficace en matière de préparation aux catastrophes et plus généralement de gestion des catastrophes. On peut se préparer aux catastrophes comme dans certains pays. Alors, on a mis aussi en bleu qu'il y avait aussi un problème d'insuffisance des crédits, c'est-à-dire le budget qu'on doit allouer à la réduction des risques de catastrophes. Généralement, ce n'est pas vraiment consistant. Alors, les systèmes aussi d'alerte précoce, quasi inexistants, et l'essentiel d'abord de ceux qui existent sont orientés sur l'observatoire de volcans d'OVG à Goma. Donc, ils ont les SAP, les systèmes d'alerte précoce, de sorte que quand il y a une éruption qui doit s'annoncer, ça commence à alerter et les gens fuient. Mais ailleurs, même les glissements de terrain, on peut aussi mettre des systèmes d'alerte précoce. Donc, on ne peut pas être surpris par un effondrement brusque ou un glissement de terrain brusque. Et non, on peut aussi mettre ces systèmes là-bas. Géotechniquement parlant, on peut aussi étudier le sol, tout ça, pour voir la stabilité, les éboulements. Les ingénieurs peuvent les faire et atténuer cela. Alors, c'est parti de quand l'éruption du volcan de Nyiragongo le 22 mai 2021 et toutes les conséquences qui en ont découlé. Donc, ça avait fait aussi la une des journaux comme la catastrophe de Matadi-Kibala avec des centaines de morts. Donc, généralement, quand ça arrive comme ça, tout le monde en parle, ainsi de suite, et on vient pour intervenir. Alors là, le président de la République avait formulé le vœu de voir le gouvernement. C'était au cours d'un conseil des ministres qui avait suivi, donc c'était le 28 mai, qui avait suivi cette catastrophe-là, de vouloir créer un véritable service public de protection civile et de prévention. Ça, c'est déjà dans le compte rendu du Conseil des ministres, c'est bien écrit, de prévention des catastrophes pour permettre à la République d'avoir un cadre approprié qui lui permettrait de prendre des précautions en amont et orienter ses interventions sur le terrain. Donc, vous voyez déjà, quand on dit prendre des précautions en amont, c'est déjà en termes de prévention. Et maintenant, si la catastrophe arrive quand même, prendre aussi, mettre en place des mesures pour bien la gérer. Alors,
quels sont les objectifs? On va passer en revue. Les objectifs pour la mise en place de ces fonds, c'est quoi? C'est prendre des mesures pour soit éviter l'occurrence de la catastrophe. On peut éviter. Que les gens disent que non, non, on peut éviter. Et il y a des pays qui ont mis tout en place pour éviter ça. Ou soit minimiser les conséquences de cette dernière. C'est ce qu'on appelle atténuation. Donc, on peut atténuer. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, d'avoir 150 morts comme on en a eu là, donc on fait tout, mais il y a peut-être 3 morts. Donc, ça, c'est, il y a 10 morts. C'est mieux que 150 morts. Par la mise en place d'un plan général de prévention et de gestion des catastrophes. Donc, ces plans-là, je pense qu'il y a même la politique de prévention des catastrophes qui existe, on m'a dit, au niveau de certains ministères. Mais comme on a dit, il n'y a pas vraiment un cadre solide qui existe pour coordonner tout cela. Alors, les FONAGEC qui sera ces interventions autour des actions suivantes. Renforcement des capacités des décideurs politiques et des experts des ministères, universités et centres de recherche concernés. Donc, il y a beaucoup d'experts dans tous les domaines. Quand vous parlez, par exemple, des inondations, bien sûr, il y a les hydrauliciens, il y a les ingénieurs, il y a la mécanique de fluide, il y a tout ça, il y a les géotechniciens. Tous ces gens-là peuvent travailler en synergie pour participer à la réduction des risques de catastrophes. Alors, l'intégration de la réduction des risques dus aux catastrophes dans les politiques, les programmes et les plans de développement de notre pays. Donc, ça doit apparaître en priorité. Avec tout ce qui vient de se passer, Nirangongo, c'était l'année passée, maintenant vous voyez Matatiba. Donc, avec des changements climatiques qui s'annoncent, il faut vous attendre à encore des catastrophes plus pires que ça. Alors, c'est urgent. Alors, l'identification, l'étude, l'évaluation des risques de catastrophes pour prévoir son impact et mettre en place des mesures de prévention en cas de réalisation de ces derniers. La cartographie des aléas sur l'ensemble du territoire national, et ça c'est faisable, et d'autres pays l'ont déjà fait. Donc on peut faire une cartographie par exemple de tous les aléas. Les aléas en fait ce sont des dangers. Par exemple quand vous voyez la route ici par exemple de Kinshasa jusqu'à Matadi, on connaît les zones dangereuses. En fait on dit non, à cet endroit il y a toujours des accidents. Alors qu'est-ce qu'on peut maintenant faire pour prévenir ces accidents-là? On peut faire une cartographie. Donc, par exemple, sur cette route, voilà, des endroits. Mais ça, il faut vraiment des études, des scientifiques et une grande synergie tout autour de cela. Alors, la surveillance, le monitoring en temps réel des sites potentiellement dangereux. Je vais parler ici des systèmes d'alerte précoce, par exemple. Même pour les inondations, il y en a aussi. Donc, je voyais, par exemple, comment on les appelle, les hydrogéologues. Ils étudiaient, par exemple, je vois la Meuse, là, en Belgique. Donc, ils connaissaient depuis un siècle ou 2 siècles quelle est, par exemple, la hauteur des crues. Donc, quand il y a eu, par exemple, des pluies abondantes, l'eau était remontée jusqu'à quand. Et avec ça, ils peuvent maintenant construire des systèmes pour commencer, par exemple, à gérer des débordements, de sorte qu'il n'y ait pas inondation pour toutes les habitations tout autour du fleuve. Ça, ils le font. Alors, ça, c'est toujours en termes de prévention. Mais ici, bon, quand on dit la rivière, on dit qu'il peut déborder, mais on peut aussi prévenir tout ça. Alors là, il faut des études aussi, des géographes en amont pour étudier tout ça. Le renforcement des systèmes d'alerte précoce, on peut les renforcer pour toutes les catastrophes que j'ai citées là. Il n'y a pas que les inondations, il n'y a pas que les glissements de terrain, il n'y a pas que les volcanismes, il y a aussi les tremblements de terre, il y a aussi les accidents, comme on a dit, technologiques. La mise en place d'un plan national de coordination des catastrophes, ce sont les objectifs. La mise à disposition de la population des informations nécessaires pouvant leur permettre de comprendre les causes, les conséquences et les mesures préventives des risques de catastrophes qui ont lieu dans leur milieu. Ce n'est pas fait assez. Quand les gens construisent, par exemple, vous n'avez qu'à regarder à Mongafula là-bas, sur les flancs des collines, les gens construisent, on sait que le terrain est sablonné. Donc, est-ce que c'est fait régulièrement? Quel est comment je peux dire, la politique mise en place pour prévenir ces gens-là ou les décourager à construire à ces endroits là-bas? Parce que quand on dit la route s'est coupée, il y a eu des morts, tout ça, mais ce sont des maisons peut-être qui ne devraient pas être à côté, hein, qui ne devraient pas être là où elles étaient. La proposition des solutions techniques pour limiter les dommages humains, matériels et financiers, ça c'est faisable. S'il y a vraiment cette structure qui est créée, c'est faisable, parce que c'est fait déjà ailleurs. La définition des politiques de gestion des situations urgentes et des catastrophes, la mise en place des mécanismes d'intervention rapide lors de l'occurrence de la catastrophe. Si les zones potentiellement dangereuses sont déjà identifiées,
on peut déjà avoir même des systèmes et des services d'intervention rapide tout autour, de sorte qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais aussitôt que ça arrive, voilà les mesures à prendre pour atténuer. Alors, soutien et aide aux victimes des catastrophes et des situations humanitaires nécessitant l'intervention de l'État. Donc ça, c'est déjà en aval. Donc quand la catastrophe déjà a eu lieu, c'est ce qu'on fait ici, là, donc aider pour enterrer des cadavres, subvenir aux besoins des familles éprouvées, tout ça. Prise en charge psychologique des populations sinistrées, ça c'est déjà en amont. Réhabilitation des régions sinistrées tout en s'inscrivant dans le cadre d'un développement durable, on peut les réhabiliter. Activation des mutuelles, assurances et services de solidarité, tout ça c'est dans les objectifs de FONAGEC. Alors, la création de ces fonds, on l'avait déjà dit, aura comme impact le renforcement de l'autorité de l'État sur la gestion des situations difficiles urgentes en RDC. Donc, l'État verra son autorité renforcée parce qu'on sait que non, dès qu'il y a une catastrophe, intervention. Mais il faut déjà savoir que... ça va? Merci. Alors, création aussi d'emplois pour les jeunes, toutes les disciplines, ça sont les conséquences. L'efficacité aussi des actions en situation de catastrophe. Alors, le mode de fonctionnement, on avait déjà prévu ça. Alors, il y a la loi numéro 8, tout ça, portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Donc, il y a par exemple FONER. Tout le monde connaît FONER. Fonds pour, je ne sais pas, l'entretien, entretien route, pour l'entretien de route, FONER. C'est pratiquement dans la même logique que FONAGEC. Donc, les sièges de FONAGEC, bon, sera établi à Kinshasa, des bureaux antennes pourront être ouverts dans toute ville ou dans tout autre endroit de la République, ça on avait déjà prévu ça comme ça. La structure aussi générale du fonds sera constituée d'un conseil d'administration, la direction générale, collège de commissaires aux comptes, comme pour les autres structures existantes. Alors, les ressources aussi FONAGEC proviendront des dotations budgétaires. On a dit, par exemple, des crédits alloués étaient insuffisants. Mais alors, si on prend ça en considération, il y aura des dotations donc conséquentes pour subvenir à ce besoin-là. Alors, il y a aussi les produits d'exploitation, la dotation initiale, taxes parafiscales, emprunts, dons, legs, ainsi que des subventions. Alors, l'ensemble des chercheurs, professionnels et experts intervenant dans la gestion des risques de catastrophes dans les ministères sectoriels, des universités ainsi que les centres de recherche spécialisés. Donc là, ça sera par exemple en termes de collaboration. Donc si vous allez à l'université de Kinshasa, en géologie, ils ont tout un cours là de gestion des risques naturels. C'est tout un cours. Et il y a même un master, ça j'ai vu ça en Belgique, gestion des risques naturels. Tout un master, une année. Donc, ils voient chaque risque, glissement de terrain, inondation, tout ça en détail, avec tous les systèmes, ça se fait déjà. Alors, tous ces chercheurs là-bas peuvent, par exemple, travailler soit en collaboration avec le FONAGEC, ou soit déjà en intégrant le FONAGEC pour résoudre ces problèmes-là. Alors, les agences de développement des Nations Unies et les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, peuvent intervenir. Par exemple, j'avais vu ça dans un article que la Banque mondiale avait financé à hauteur de 700 millions de dollars le Maroc. Donc, pour gérer des risques de catastrophe. 700 millions de dollars, vous voyez déjà la somme. Et il y a même des pays où il y a ministère de gestion des risques naturels, tout un ministère pour la gestion des risques naturels. Il faut vous montrer que non, c'est vraiment costaud. On ne doit pas attendre pour venir intervenir juste en aval. Je pense que j'ai fini. S'il y a des questions et des réactions, on peut toujours échanger. Mais c'est un projet qui existe plus d'une année en fait. Mais on peut toujours échanger, ainsi de suite. Merci. Alors, nous remercions le professeur Matamba pour son exposé, un brillant exposé, très clair et très concis. Comme nous le savons, qu'on le veuille ou pas, les catastrophes vont arriver.
nous sommes, quand nous suivons la télévision avec la pollution atmosphérique, le niveau de la mer a augmenté avec tout ce qu'on a comme CO2 dans la pollution de notre atmosphère. Alors, l'orateur de ce jour nous a parlé de FONAGEC. Je crois que c'est un exposé que nous avons suivi à plus d'une fois. Fonds national de gestion de catastrophes. Gouverner, c'est prévoir. Il a passé en revue les causes. Pourquoi ces fonds devaient être mis en place? Nous savons que notre pays connaît des inondations. Nous avons suivi qu'on venait d'enterrer plus de 150 personnes il y a 48 heures. Il y a quelques mois, il y avait une éruption volcanique. Nous subissons également des tremblements de terre, des glissements de terrain. Les accidents des transports, n'en parlons pas, sur le fleuve Congo, et même des trains qui déraillent souvent. Donc, en général, quand il y a une catastrophe, il a insisté en disant que souvent, il n'y a pas des capacités nécessaires pour répondre à l'immédiat. Donc, pour prévoir, il faut qu'on ait un fonds pour attaquer le problème lorsqu'il arrive. Et c'est là pourquoi FONAGEC, c'est pour répondre à l'appel du chef de l'État, qui a souhaité voir une institution mise en place pour gérer le problème lorsqu'il arrive. Donc, FONAGEC, en résumé, aura une mission à la fois de prévention et d'action. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit FONAGEC aura une mission de monitoring en temps réel sur des sites potentiellement dangereux. Comme nous le savons, à Kinshasa, les gens construisent, l'essentiel, c'est d'avoir un logis. Okay? Quand on monte vers le campus, plus bas, c'est un terrain qui n'était pas prévu pour construire. Les gens ont construit, une catastrophe arrivera. Il a également parlé de l'impact de FONAGEC, c'est-à-dire le renforcement de l'autorité de l'État sur la gestion des situations difficiles, mais surtout, comme les jeunes, il n'y a pas assez d'emplois, FONAGEC permettra de pouvoir créer les emplois. Il a également parlé de mode de fonctionnement. Donc, tout est bien fignolé. Donc, ça sera un mode classique, hein, comme toute entreprise étatique. Et les sources de financement, il y aura le budget, les dotations et autres. Avec ça, nous ouvrons la balle par série de 5 questions. Donc, il y a les questions, il y a les clarifications, et il y a des commentaires, il y a des ajouts. Nous ouvrons la balle par série de 5 questions. Professeur Béa. Merci beaucoup, Monsieur le Cordeau, adjoint. En fait, ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus un complément d'information parce que ce projet, on le ressuscite, vous l'avez signalé, à la suite de la catastrophe qui a eu lieu récemment avec des pertes humaines plutôt importantes. Je voudrais quand même signaler que le CESU a fait des démarches auprès des autorités. 3 ministres ont manifestement les objectifs qui a été signalé, qui est important à mon avis, c'est la cartographie sur toute l'étendue de la République des potentialités de catastrophes. Comme je disais à un de nos ministres ou à tous, si on cogne un Wewa,
on appelle qui? Regarde, on passe, aucun numéro de téléphone n'est prévu. Dans le cadre de la prévention de catastrophes par rapport à ce projet, l'idée c'est que non seulement on cartographie la nature des catastrophes susceptibles d'arriver ici et là, les inondations, les accidents de la route, les glissements de terrain, mais aussi on dit à qui quoi faire. J'ai jamais compris des cercueils qu'on a vus aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était encore amener des cercueils, voilà, toute une... Combien c'était? Peut-être que ça va, c'est l'occasion pour nous, en tout cas en tant que CSU, pour pouvoir remettre ce projet sur le chantier. J'espère que les membres du gouvernement qu'on a vus, ils s'en souviennent et que voilà, quand on repassera, je pense qu'on doit prendre l'initiative en tant que cadre de l'UDPS, en tout cas en tant que responsable, pour pouvoir refaire le plaidoyer, comme on dit, afin qu'on mette en place la structure souhaitée par le chef de l'État, en l'occurrence un cadre national de prévention et de gestion de catastrophes, parce qu'on voit bien que la manière dont on s'en est pris, ok, on enterre les morts, c'est bien, mais c'est des morts qui auraient pu être évitées si les gens voulaient bien résoudre des problèmes du pays. Bien. Kadia qui est en ligne, qui veut poser une question. Comme ça, vous nous entendez? Vous nous entendez, professeur? Vous pouvez poser faire un commentaire ou... Bon, en attendant qu'il soit en ligne. Donc, en attendant qu'il soit en ligne, Yannick. En passant, nous félicitons les remariés. Voilà, nous donnons la parole à Maître Christian. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur adjoint, de nous accorder la parole. Ça ne sera pas une question, plutôt un petit commentaire, parce que nous sommes également victimes de cette catastrophe naturelle qui vient récemment de frapper une partie de Kinshasa, en ce qu'un ami d'ailleurs ironisait en disant que nous avons été annexés au Congo central, parce qu'il fallait traverser de l'autre côté, et tout a été pratiquement paralysé. Le chef de l'État a dû descendre sur le terrain pour donner le go, et ensuite le trafic a pu être rétabli. Il y a des travaux en cours, mais il y a lieu de pouvoir penser à autre chose, et FONAGEC est justement l'une des choses à laquelle nous devons penser. Alors, il est clair que dans ces missions régaliennes, l'État congolais est appelé à sécuriser la population. Que de pouvoir courir derrière les événements, il faudrait anticiper. Et c'est cela la notion de la prévention. Nous saluons donc le professeur Raphaël Matamba par cet exposé, mais nous demandons, il est vrai, je suis aussi membre de la coordination, mais là
j'essaie de pouvoir les mettre comme intellectuels, ma pensée. Nous préconisons à ce que cette mission que nous avions de relancer les autorités compétentes puisse trouver encore sa raison d'être. Prof. Raphaël, qui est à ma gauche, si ces dossiers peuvent être ramenés sur la table et améliorés avec les derniers éléments, étoffés suffisamment en urgence, pourquoi pas, et arriver à frapper encore sur les portes qui doivent nécessairement s'ouvrir, parce que lorsqu'il y a une situation, nous parlons de Matadi Kibala, mais peu avant, Matadi Kibala avait aussi connu un désastre. Lorsque les fibres, je crois, les câbles électriques ont dû également tomber sur les eaux et emporter plus d'une personne. Donc il y a nécessité, et le corps de l'élite scientifique a ce devoir de pouvoir donc agir, réagir. Vous l'avez dit, cordon adjoint, nous devons crier et ça, nous pouvons le faire. Donc, je préconise à ce que ces dossiers reviennent sur la table, que ça soit enrichi et ça puisse retourner auprès de son Excellence, pourquoi pas, du chef de l'État lui-même, au-delà des membres du gouvernement, pour que les solutions idoines puissent être trouvées. Voilà ce que nous pouvions dire et contribuer. Merci beaucoup, monsieur le Président. Voilà, merci Maître Christian pour votre contribution. Alors, nous avons en ligne le coordonnateur qui va aussi intervenir. Alors, Cordon, vous avez la parole. Vous m'entendez? Je vous entends, vous m'entendez aussi? Oui, c'est bon, allez-y. Vous m'entendez aussi? Oui, c'est bon, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur. Alors, moi, d'abord, par rapport au sujet abordé, c'est un projet que le corps de l'élite, il y a de cela plus d'années, et c'est un appel à nous tous qui sont certains dividendes, mais nous anticipons par rapport Et en général, c'est ici. C'est un bien gratuit. Non, non. Le rôle, ce n'est pas du bien, mais c'est notre travail. Et certains vice-premiers. Ça va? Allô? Oui, allez-y. Ça va? On n'entend pas. Voilà. Alors, il se fait que toutes ces autorités du pays avaient promis de mettre en place les commissions qui devaient travailler avec la commission mise en place par l'autorité du parti et le CG pour bien implémenter cette structure de prise en charge en amont et en aval des catastrophes. Je crois que quand le orateur du jour a parlé, il a parlé de plusieurs choses parce qu'actuellement, nous, là, au pays, on pense que catastrophe, ce n'est qu'inondation. Non. Catastrophe, il y a inondation, il y a les accidents, il y a les éboulements, il y a les séismes, il y a tout ça. Même là où nous sommes, par exemple, mais l'avantage, c'est qu'il y a une structure qui prend en charge en amont et en aval. Il y a aussi la prévention, il y a les mesures que l'on prend, on avance, on signale. Vous voulez que la structure, on connaît seulement comme on a cette caisse-là de solidarité, entre guillemets, qui ne prend en charge des gens qu'après l'accident, bien après une catastrophe, et on va remettre de l'argent, des enveloppes
ce n'est pas ça le grand problème. Ça ne sera même pas efficace. Et puis, lorsque nous avions eu une matinée avec le DIRCABA du ministre des ITPR qui a parlé des arrivées sur la station là. Le DG de l'OVD même. Donc, c'est un appel à la conscience pour tous et mettre sur le point sur lequel ils vont parler avec l'autorité du parti, je crois, d'ici la fin de la semaine ou le lundi. Merci beaucoup. Alors, nous remercions le cordon pour ses commentaires, ses apports. Est-ce qu'il y a... Oui, docteur François. Avancez, s'il vous plaît. Merci, Cordon, pour la parole. Bon, moi, je voulais intervenir dans le sens de demander au prof Matam, parce que c'est un projet qui date déjà presque d'une année. Et le projet a été défendu chez le VPM de l'Intérieur, défendu même auprès du ministre, auprès du président de la République. Le jour-là, en tant que membre du cabinet, j'avais aussi assisté. Le projet, si je ne me trompe pas, a été aussi présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je pense que dans une rencontre que la Commission avait fait avec le CG. Aujourd'hui, nous sommes à une année. Je voulais savoir comment a évolué le dossier pour que nous soyons dans le statu quo. Merci. Alors, je crois que le prof Matamba va répondre directement. Ah, c'est le professeur Béa. Comprenez, hein? Soit on est chez le prof Matamba, soit on est chez le prof Béa, parce que les deux ont beaucoup travaillé sur ce projet et nous voulons vraiment que ça marche. Professeur Béa. En fait, la réponse est assez simple. Je dirais de la sourde oreille, parce que nous avions fait vraiment un véritable lobbying pour que ce projet passe, parce que c'était une demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On a bien exposé ces projets aux trois personnalités auxquelles vous avez fait allusion, mais malheureusement, rien n'a été fait. Bon, maintenant, c'est l'occasion de les revoir avec des éléments à l'appui et j'espère que cette fois-ci, il y aura la volonté d'avancer. Parce qu'il n'y a rien de tel, on l'a dit, le prof Matamba l'a dit, il n'y a rien de tel qui est prévu dans notre pays. Et avec les changements climatiques que nous connaissons, pour ne regarder que les catastrophes comme on en a eu récemment, il y en aura davantage. Moi, je pense que vous l'avez tous noté, que le changement climatique nous frappe aussi. Parce que, regardez bien, quand nous sommes dans la saison de pluie, vous avez parfois 2 semaines sans une goutte d'eau. Et quand la pluie arrive sur ces 3 dernières années, moi j'ai noté, fin novembre, mi-décembre, vous avez une très grande pluie. Et ça va de mal en pis. En 2020, il y a une forte pluie, je me souviens, le 27 novembre 2020. En 2021, il y a une forte pluie autour de, je sais pas moi, du mois de décembre, je ne connais plus très bien la date. Cette fois-ci, encore une très forte pluie, plus forte que les 2 autres. Donc, il n'y a rien qui nous indique que décembre prochain, il y aura une moindre pluie. Donc, il y a urgence, à mon avis, que cette structure qui est multidisciplinaire, parce que, comme le prof Matamba l'a dit, ce qui existe aujourd'hui, c'est juste un truc, des petites choses à la congolaise, donc on fait semblant. Maintenant, il y a lieu de mettre en place une structure nationale multidisciplinaire qui comprend en son sein
des universitaires, des chercheurs de tout domaine, ça va, des psychologues, des gens des affaires sociales, les médecins, les ingénieurs, les pompiers, enfin, en tout cas toutes les structures de l'État qui vont fonctionner pour pouvoir vraiment prévenir et éventuellement atténuer les catastrophes s'il y en a. Mais c'est surtout la dimension prévention qui est importante, non seulement prévention, mais action aussi, parce que prévenir, c'est par exemple quand on voit des gens qui ont construit sur des terrains très dangereux, tu vois, tiens, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut mettre des systèmes de canalisation des eaux, etc. Donc il faut que l'État, on a dit des bénéfices, c'est l'autorité de l'État. Les gens doivent voir que l'État existe, que l'État répond à leurs besoins. L'État n'est pas là seulement pour se contenter d'enterrer les morts. Ok, j'allais répondre au docteur François pour compléter le prof Béa. Quelques semaines qui ont suivi après notre passage chez les VPM de l'Intérieur, chez Madame la ministre et le Président, puis chez même le Premier ministre, il y a eu création d'une caisse nationale des solidarités, alors qui a été mise sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Voilà. Vous voyez déjà quand on dit Affaires sociales, action humanitaire, je ne sais pas quoi, c'est juste pour aider les sinistrés. Alors que nous, dans le projet, si vous voyez, le projet est rédigé, hein, donc ça c'est juste une présentation. C'était prévu que non, FONAGEC soit sous tutelle de plusieurs ministères, parce que ça fait appel à beaucoup de ministères de la recherche scientifique pour les chercheurs, ESU, intérieur, en fait tous ces ministères-là, 4 ou 5. Alors que là, on a créé pratiquement une caisse. Et j'avais vu même une structure là, à la télé qui disait non, chaque Congolais doit contribuer avec $1 pour 5 millions. Le projet, c'était atteindre 5 millions de dollars. Mais c'est pour mettre dans une caisse et rester assis pour intervenir. Maintenant, quand on apprend que non, il y a eu par exemple une catastrophe, des maisons qui sont parties, des gens qui sont décédés, alors on intervient. Alors que ça, c'est une véritable structure qui doit travailler pour prévenir, comme le prof l'a dit. Donc, on peut prévenir et atténuer. Quand on dit atténuer, c'est-à-dire que si les dégâts pouvaient, par exemple, être énormes, on peut les réduire. Au lieu de 100 morts, comme je l'ai dit ici, si on a 3 morts, on peut dire que non, vraiment, on a quand même évité le pire. C'est un peu ça. Mais je pense qu'il y a une caisse. Est-ce que c'était la réponse à cela? On ne sait pas. Mais nous, on ne voulait pas d'une caisse pour intervenir en cas de catastrophe, mais on voulait d'une structure qui travaille avec des scientifiques, avec tout le monde, pour commencer à planifier, cartographier tous les aléas, les zones dangereuses, pas seulement à Kinshasa, partout. Il y avait des photos que j'avais montrées ici, à Bukavu, en Mbujimaï, c'est tous les pays. Donc c'est un peu ça. Mais à l'époque, comme je peux aussi le dire, c'était avec l'aide du CG qui nous avait aidés. Mais on voudrait maintenant répartir encore chez les CG, comme Maître Christian l'a dit, pour maintenant remettre les dossiers, ressusciter les dossiers. Avec tout ce qui se passe, on ne peut pas rester encore les mains croisées. C'est pourquoi on relance encore les dossiers. Attendez, merci professeur Matamba pour cet enrichissement. Professeur Marcel, vous nous entendez? Vous avez ouvert le micro? Est-ce qu'il nous entend d'abord? Parce qu'on m'a dit il y a une main levée, donc ça signifie. Professeur, vous nous entendez? Oui, moi je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5, nous vous entendons très bien. Alors, vous pouvez intervenir. Ok, bonsoir. Je peux vous envier parce que je suis dans le froid alors que je vois que vous tous vous êtes habillés très légèrement. Néanmoins, le problème dont vous parlez nous concerne parce que nous avons voyagé le vendredi dernier et c'était juste après les inondations à Kinshasa. Les inondations, il faut les gérer, mais il faut d'abord les prévenir, les gérer et puis les évaluer. Je voudrais
savoir si au sein de notre groupe, il y en a qui ont eu le temps d'analyser un tout petit peu tout ce qui se fait après les inondations. Parce que quand on voit l'ampleur des travaux, notamment de réparation de cette route nationale, nous nous disons que nous ne comprenons pas comment les ingénieurs ayant construit cette route-là n'ont pas pensé à l'évacuation des eaux. Parce que les inondations, il y en aura toujours, mais il y a moyen de minimiser leur effet, notamment en prévoyant les évacuations des eaux. Voilà maintenant qu'ils font un grand ouvrage, alors que, en concevant la route, s'ils avaient réfléchi à la manière d'évacuer des tonnages d'eau, on n'aurait pas pu voir cette route-là se casser comme elle a été. Voilà donc ça, grosso modo, c'est ce que je peux dire. Le reste, vous avez déjà bien décrit suffisamment dans ce que vous avez dit. Maintenant, quand on traverse la ville, j'avais suivi une émission du DG de l'OVD, je crois, qui expliquait que beaucoup de gens ont construit sur les voies d'évacuation des eaux vers le fleuve. Or, à ce jour, rien n'est fait. Quand on passe à Kalamou, quand on passe à la sortie de la rivière Gombe, etc., rien n'est fait. Il y a autant de bouteilles plastiques qu'avant. Est-ce que le Conseil des ministres qui s'est réuni n'a pas donné des instructions claires au niveau des bourgmestres, par exemple, pour pouvoir évacuer rapidement toutes ces bouteilles qui continuent à obstruer les voies de sortie des eaux de la ville vers le fleuve? Voilà, ça c'est des choses qu'on sait voir, donc on ne fait pas de la philosophie, on constate, mais malheureusement, il n'y a rien de concret qui se fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, merci, professeur, pour votre intervention. Alors, l'heure avance, nous prenons maximum 1, 2, 3 interventions et c'est tout. Vous avancez. Merci pour la parole. Je remercie l'intervenant pour sa présentation. Je suis très content pour ce projet qui est vraiment une réponse à une situation bien déterminée. Mais j'ai quand même quelques inquiétudes. Vous savez, lorsque il y a de tels projets, il faut considérer 3 problèmes. La désignation des animateurs, le financement du projet et la gestion du projet. Et très souvent, on ne fait pas attention à tous ces éléments, ce qui fait que parfois, beaucoup de projets n'avancent pas. Le prof a cité le cas du FONER. À la création, c'était un bon projet, mais les résultats, tout le monde sait que ce n'est pas ça qu'on attendait. Alors, je voudrais un peu savoir comment notre intervenant a pensé par rapport à ces problèmes qu'on trouve souvent. Alors, il y a aussi une petite précision que je voudrais donner par rapport à la tutelle. Je pense qu'un service public ne peut avoir qu'une seule tutelle, sauf pour les entreprises publiques qui peuvent avoir une tutelle technique, ministère sectoriel ou une tutelle administrative, ministère du portefeuille. Mais un service public peut collaborer avec plusieurs services, puisque la tutelle, c'est l'autorité dont relèvent ces services-là. Donc, on ne peut pas avoir un service qui est sous plusieurs tutelles, mais il peut avoir une seule tutelle, mais collaborer avec plusieurs autres services. Merci. Professeur Matamba, je crois que vous répondez directement. Il y a une question. Vous pouvez reprendre la question.
qui a été posée. J'étais un peu distrait. Vous avez posé une question, non? Donc ça, c'est comment il voit le problème. Par rapport au phonaire qui n'a pas marché. Non, par rapport au projet, il Oui. y a un problème au niveau des désignations des animateurs. Parfois, ce sont des dons qu'il ne faut pas. Hein? Alors, deuxième problème, c'est le financement. Les projets, là, il n'y a pas d'argent. Troisième problème, c'est la gestion. Hein? L'argent est dans ce marge. Je vais donner l'exemple du Phonaire. Je ne sais pas s'il a réfléchi par rapport à cela. Et la deuxième, ça concerne la... Voilà. Bon, je donne au professeur Béa. Au niveau des CSU, nous avons pensé donner la réponse appropriée aux attentes du président de la République. Et, face à un problème réel, c'est celui de prévention et de gestion des catastrophes. Maintenant, la problématique de gestion ou de personnes que l'on met en place, c'est un problème général du Congo. N'oubliez pas que le chef de l'État, à plusieurs reprises, même à son dernière intervention devant le Congrès, il rappelle à la justice de faire son travail. Pourquoi est-ce que la mauvaise gestion continue au Congo? C'est parce que la justice ne fait pas son travail. La justice ne fait pas son travail. L'être humain n'a peur que de la sanction. C'est la règle. L'être humain n'a peur que de la sanction. Et le chef de l'État appelle les conseils supérieurs de la magistrature à prendre des mesures contre les juges véreux. Donc la question même de la gestion de détournement d'argent, c'est une question juste que la justice fonctionne. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays qui marchent. Vous êtes un bandit, la justice marche sur votre tête. Les candidats au banditisme vont réfléchir à 3 fois avant de refaire leur aventure. C'est un problème simple, il faut juste que la justice fonctionne et je pense que par rapport aux dernières instructions du chef de l'État, les gens vont un peu faire attention. Il est évident qu'il faut à tout poste, le chef d'État l'a aussi dit, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a besoin de gens compétents. Le mal du Congo, c'est que beaucoup de gens que nous avons ne sont pas à leur place. Mais ça, encore une fois, le chef de l'État l'a dit à son discours, à son dernier discours devant le Congrès, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et la justice, quand elle fonctionne, les choses marchent d'elles-mêmes. Je dirais que c'est des fausses questions. Nous, on ne peut pas y penser, mais si on était à la place de la justice, ça fonctionnerait. Ça, c'est aussi simple que ça. Il faut juste mettre les bandits à leur place. Merci. Merci, professeur Béa, pour cette intervention. Donc, le professeur Béa a totalement raison. Pour que ça marche, c'est la justice. Quand, vous savez, au cours d'un conseil de ministres, le chef de l'État a décrit notre justice. Et tout mon entourage, pour la plupart, sont des avocats qui côtoient les causes des tribunaux et me disent souvent notre justice est à déplorer. Quand vous êtes ailleurs, dès que vous atterrissez à l'aéroport, vous sentez l'odeur de la justice. Ces gens sanctionnent en souriant. Voilà. Moi, j'ai quitté la Belgique avec une dette de 9 €. On m'a demandé de payer cette dette-là. J'arrive à Kinshasa, je ne paye pas. On me dit, tous les 10 jours, le montant est multiplié par 2. 10 jours après, c'est 18 €. J'ai fait un mois et après j'ai demandé, j'ai vite appelé un ami et j'ai payé. Vous voyez, donc, ils ne blaguent pas. Après, on va vous ficher et ça sera compliqué. On sent la justice. Les gens ne badinent pas. Il n'y a personne pour surveiller dans le métro, mais les gens payent. Et vous avez eu peur, Voilà, j'ai eu peur, mais j'ai payé. Je voulais m'en foutre, j'étais à Kinshasa, mais j'ai payé.
Donc, c'est la justice. Un professeur, c'est la justice. Il n'y a que ça qui peut contraindre. On a vu quand l'IGF traquait les voleurs, au tout début, les gens ont eu peur. Mais je ne sais pas, je ne sais plus pourquoi les gens n'ont plus peur. C'est la question que je me pose. Je ne sais plus pourquoi les gens n'ont plus peur. Les dossiers sont déposés à la justice. Voilà. Donc c'est très compliqué. Le rôle du corps de l'élite, nous sommes des élites, une élite réfléchie. Une élite anticipe. Nous devons anticiper, parce qu'ailleurs, les gens anticipent. Ils vous disent, en 2050, la population de ceux qui ont 80 ans va atteindre, et ils anticipent. C'est ça le rôle du FONAGEC. L'orateur l'a dit, une structure à la fois de prévention, mais aussi d'action. Voilà. Donc, nous proposons, normalement, l'idéal sera que les animateurs sortent des CSU. Parce que c'est nous qui avons la vision, qui avons proposé. L'idéal sera celui-là. Donc, nous allons continuer le lobbying et nous pensons qu'avec la catastrophe qui vient d'arriver, on va nous écouter. Parce qu'il faut continuer à parler jusqu'au moment où on va vous écouter. Alors, il y avait un doigt, Maître Dan. Oui, merci, pardon pour la parole. J'avais une préoccupation à poser à la délégation qui avait été en contact avec le Premier ministre, le VPM. Je crois, quand vous y étiez, vous n'avez pas monologué, vous étiez dans un débat. Vous avez exposé, on vous a posé des questions, on a critiqué ce que vous avez apporté. Moi, je veux savoir quelles sont les critiques qui ont été formulées à l'endroit de ce projet. Puisqu'on ne peut pas simplement dire non pas tenir compte de ça. Mais vous, manifestement, quand vous étiez en train de débattre, vous pouviez lire ce qui faisait ce qui faisait handicap. Peut-être on vous posait des questions que vous ne parveniez pas peut-être à bien répondre ou éclaircir, où il y avait parfois des propositions qu'on formulait, qu'on voulait à ce que vous puissiez tenir compte de ça. Ce sont ces critiques-là que nous avons besoin, puisqu'on ne peut pas redémarrer sans pour autant savoir pourquoi il y a eu cette léthargie. Merci. Bon, on va répondre. Hein? C'est lui qui était le chef de la délégation. Et, Maître Dan, s'il y avait des éléments à critiquer, ça serait sorti déjà ici. Moi, je note qu'à l'issue de la présentation du prof Matamba, il n'y a rien à critiquer, vous imaginez bien. Là où on a été, personne n'a pu critiquer, au contraire, tout le monde était enchanté. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les gens avaient certainement la tête ailleurs. Et avec cette catastrophe qui vient d'arriver, en tout cas là, moi j'ai dû arrêter de suivre les camions qui transportaient les cercueils, hein. J'ai dû zapper. Tout le monde était enchanté, je ne dirais même pas qui a pris ma carte de visite qu'on avait relancée, ça n'a pas été fait. On a pensé à tout. Nous ici, vous êtes du corps d'élite scientifique, on fait quand même les choses dans le fond, on le fait sérieusement. On ne perd pas notre temps. On a parlé de la prévention. Aucune des structures qui existent au niveau étatique parle de la prévention. Aucune structure. Aucune structure qui existe ne parle de la cartographie des catastrophes de tout genre. Nous sommes les seuls à en parler. Vous imaginez bien qu'il n'y a eu aucune critique. Non, non. Si on ne l'a pas fait, bah, voilà, c'est comme on ne fait pas beaucoup de choses sérieuses dans notre pays. Maintenant, il faut qu'on s'y mette. Voilà. Merci. On prend la toute dernière intervention. Je crois que... Non, on va... Vous avez dit non sans objet. Bon. En tout cas, c'est la dernière intervention. Oui, allez-y. Mais il y a le micro, vous pouvez avancer. C'est mieux d'avancer parce que
il y a des gens qui sont en ligne. Hein. Quand vous êtes loin, c'est très compliqué. Voilà. Tenez avec ça aussi. J'interviens en fonction de ce que je ne connais pas très bien votre nom, en ce qu'il a dit à propos de ce fonds. Ça sera sous quelle tutelle, de quel ministère? J'ai entre mes mains une documentation très importante du Centre d'excellence chimique, biologique, radiologique et nucléaire. À vrai dire, c'est un centre... Non. C'est un centre qui est sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et technologique. Ça traite aussi de catastrophes. Hein? Catastrophes d'origine chimique, biologique, radiologique et nucléaire, naturelle ou provoquée. Et je trouve que, en fonction de tout ce qui est écrit dans ces documents que j'ai entre mes mains, ces fonds devraient être sous tutelle du ministère de Recherche scientifique et technologique. C'est très important. Même pour ce centre, il y a des experts de presque tous les ministères. Et je crois que ça sera pareil pour le fonds pour la prévention de catastrophes. Ce qui est vrai qu'on se base beaucoup plus sur les catastrophes naturelles que nous avons vécues actuellement, mais il y a beaucoup de catastrophes. Je crois qu'il y a un avocat qui est intervenu, qui a parlé un peu de la justice. Dans d'autres catastrophes, même ce qui s'est passé actuellement, on peut remonter et voir que ce sont des catastrophes d'origine criminelle. Et là, la justice peut s'en charger. C'est comme par exemple ce qui s'est passé sur la nationale R1. C'est dû à la mauvaise construction ou de la construction inachevée de la canalisation par une entreprise bien connue, des Chinois. Et si on regarde de plus près, on devrait poursuivre cette entreprise. Donc, je voulais un peu répondre à la question posée par notre frère. S'il s'agira, par exemple, de mettre ce fonds, ça serait difficile qu'on laisse ce fonds appartenir à tous les ministères. Il faudrait qu'on les case quelque part et ça serait intéressant que ce soit au ministère de la Recherche scientifique et technologique, où il y a ce centre qui fait pratiquement la même chose que ce que vous avez énuméré concernant ce fonds qui sera pour la prévention et aussi pour l'atténuation des catastrophes. Les catastrophes sont nombreuses. Je pourrais même vous dire autre chose que nous vivons avec tout le temps. C'est concernant, par exemple, la pollution. Et beaucoup plus la pollution électromagnétique. Nous vivons sous le champ magnétique, sous la pollution électromagnétique sans le savoir. Et les gens en souffrent. Peut-être on n'est pas du tout informé, puisque la culture des normes n'est pas encore entrée totalement dans nos habitudes, alors qu'il y en a déjà. Même des normes adoptées par notre pays, et nous n'appliquons rien. C'est comme, par exemple, pour l'électrosmog, avec l'implantation des antennes de téléphonie mobile partout, même là où nous habitons. Ailleurs, ça ne se fait plus. Et les gens en souffrent. Il faudrait aussi voir cela. Il y a beaucoup de choses à dire sur les catastrophes et sur les risques
Voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur les catastrophes naturelles. Ce centre-là, je pense qu'il gère des problèmes nucléaires. Mais c'est quoi le nom du centre? Centre d'excellence chimique, biologique, biologique et nucléaire. C'est public ou privé? C'est public ou privé? C'est pour l'État. Mais bon, je vais donner 1 minute au professeur Matamba parce que nous sommes déjà en débordement, même si on a commencé en retard. Bon, ok. En fait, pour éclaircir, oui, ça je vois. C'est pas là où il y a Madame Odette. Je pense, Kabena, oui. Je pense que... Alors, ici, nous n'allons pas faire le choix de la tutelle. OK? Donc, on ne fera pas le choix de la tutelle. Moi, je pense qu'au départ, quand on avait vu le secrétaire général, on lui avait dit que ces fonds soient rattachés à la présidence. Et il avait dit à l'époque que non, bon, voilà, on peut chercher un ministère pour nous. Que le fonds, en fait, que la structure soit créée. Alors, c'est au gouvernement de décider, par exemple, que non, comme c'est une structure, par exemple, de recherche, que ce soit telle la recherche scientifique. Parce que déjà, au niveau de la recherche scientifique, il y a l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma. Ils ont déjà quand même cela. Déjà, le volcanisme aussi fait partie des catastrophes naturelles. Il y a peut-être le centre dont vous avez parlé. Mais le problème autour de tout ça, c'est quoi? Tous ces centres-là manquent de crédit. Ils n'ont pas suffisamment vraiment d'argent pour intervenir ou pour prévenir. C'est ce qui s'est passé même à l'OVG. Quand il y a eu catastrophe, maintenant, il y a eu beaucoup de partenaires étrangers. Il y a eu même une grande conférence là-bas. J'y étais. Tout le monde voulait intervenir. Maintenant, vous sentez que non, tout ça, ainsi de suite. Mais l'État, au départ, mettre ça comme priorité dans sa politique, par exemple, de développement, ça n'existe pas. Nous, pour nous, c'est concret, ce fonds-là. Mais tutelle, non. On ne peut pas dire au gouvernement, mettez sous tutelle, non. Mais tout ce que je sais que, par exemple, le FONER, c'est tutelle technique, ministère des infrastructures ou voies de communication, mais il y a aussi le ministère des Finances aussi qui est là. Bon, ça dépend. Nous, on ne choisit pas. Nous, bon, on propose. Professeur, il y a 1 minute, hein, vraiment 1 minute. Très rapidement, effectivement, moi je pense que c'est le ministère de la Recherche scientifique et technologique n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Ici, il s'agit de la prévention et de la gestion des catastrophes. De manière plus naturelle, ça concerne la population et ça doit faire partie du ministère de l'Intérieur. Quitte à ce que nous parlons de cette structure multidisciplinaire qui travaille avec beaucoup de chercheurs à gauche et à droite, que ce soit ceux qui sont dans la recherche voilà, de chimique, nucléaire, machin, etc. Et ceux qui sont dans la médecine, ceux qui sont sur les routes, ceux qui sont voilà, les cantonniers, etc. Donc, de manière naturelle, c'est le ministère de l'Intérieur parce que c'est elle qui s'occupe de la population, de la santé de la population et des risques sur la population. Maintenant, c'est une structure multidisciplinaire qui incorpore un peu tout le monde. Le fait même le centre de volcanique, là, c'est beaucoup plus rattaché, tout comme le vôtre, rattaché au ministère de la Recherche, parce que c'est d'abord la recherche qui est là-dedans. Ce n'est pas la prévention. Bien évidemment, bon, quand on fait de la recherche, vous devez bien regarder ce qui arriverait s'il y a une catastrophe, mais c'est beaucoup plus la dimension recherche qui rattache ça au ministère de la Recherche. Mais la structure dont on parle, ça n'a rien à voir avec le ministère de la Recherche. Merci, professeur Béa, pour cette dernière intervention. Je pense que tout a été dit. Nous remercions les uns et les autres pour avoir participé, avoir enrichi cet exposé. Alors, comme deuxième point, nous sommes dans les divers. Nous sommes un parti politique et comme vous le savez,
le 24 de ce mois débute. Qu'est-ce qui débute le 24? C'est l'enrôlement des électeurs. Voilà, donc il faudra encourager dans nos quartiers que les gens aillent sérieusement s'enrôler, car nous voulons donner un deuxième mandat au chef de l'État et une majorité écrasante. Les élections commencent le jour de l'enrôlement. Et vous avez constaté également dans la salle que le cordon est absent. Il est là. Je vais lui donner la parole de toutes les façons. Voilà, donc il va parler de toutes les façons. Vous le voyez. C'est la magie de la technologie. Nous reviendrons le jeudi prochain. Comme vous le savez, on dit souvent mon peuple périt faute de connaissance. Le combattant périra faute de connaissance. De la même manière, la Bible est un livre de référence pour le croyant. Les statuts pour un parti politique, c'est un livre de référence pour les membres de ce parti. Donc nous osons croire et nous avons la foi que l'honorable M. Peter Kazadi va se rétablir très rapidement et sera avec nous le jeudi prochain. Alors, Cordon, vous nous entendez? Alors, vous pouvez réagir. Cordon? Voilà, vous avez la parole. Ok, ça va, merci beaucoup. J'ai réitéré encore les remerciements. Je sais que souvent quand c'est un sujet qui touche à la population, il y a toujours assez de questions et parfois un petit débordement, mais ça montre l'importance du sujet. Je vais d'abord compléter le professeur Béa. En réalité, les gens pensent que la structure doit être au ministère des Affaires sociales, les autres ministères des Affaires, si c'est des recherches scientifiques. Non, mais c'est là où c'est plutôt le ministère de l'Intérieur, comme a dit le professeur Béa, parce que c'est une structure qui agit partout, dans tous les différents domaines. Alors que la préséance de tous les ministères, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, évidemment, sera le ministère des tutelles par rapport à cette structure, et les autres ministères peuvent travailler avec lui en synergie. Normalement, c'est ça. Et puis, je vais encore une fois de plus présenter les excuses. Ça valait la peine parce que le sujet est d'actualité. Les excuses de l'orateur, c'est jusqu'à 16h, tout était prêt. Et même le boss du parti, tout le monde était vraiment disposé à suivre aussi ce sujet. Malheureusement, on n'est pas maître de sa santé. Il a fait un pic tensionnel, c'est ça. Mais il tient à présenter ce sujet parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens dans le Zoom, mais il y avait beaucoup de gens, beaucoup de fédérations de l'UDPS de l'étranger. Ici, là, on est à UK, et par-ci, par-là, qui pouvaient aussi intervenir sur ce sujet comme les élections arrivent. Après lui, il y aura évidemment Paul Sépi du collège politique et des matières électorales du chef de l'État qui est le président de l'UDPS, Maître Chakma Chabani, qui vient aussi parler des élections. Et après, le courant de maintenant, par rapport au dernier compte de la réunion passée, on va évidemment déjà mettre en place la liste des différents candidats CDS comme c'était prononcé, de sorte que la délégation de la coordination scientifique qui est pour parler des différentes résolutions qui ont été ressorties de la conférence et le poste du parti puisse aussi aborder sur ces sujets comme on voit, c'est déjà demain. Et du reste, j'encourage tous les membres du corps d'équipe de partager, de multiplier, de liker tout ce que nous faisons parce que
c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord l'enfant qui vante son papa ou papa qui vante son enfant. Si nous on ne les fait pas, on ne partage pas, on ne like pas, alors tout ce que nous faisons tellement que c'est scientifique, mais ça touche directement à la population et au pays. Nous ne serons là que pour voir les autres nous chipper la vedette dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Ok, merci. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un petit commentaire? 2-3 minutes. Voilà. Je crois qu'il est 19h30. Nous arrêtons pour aujourd'hui et nous nous revoyons le jeudi prochain. Je profite de cette occasion au nom de la coordination et à mon nom propre pour vous souhaiter les joyeuses fêtes de Noël et de bonne année. Ensemble, nous sommes forts. Croyons en nous, avançons, et il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Je vous remercie.